Bonjour à tous, bienvenue sur le 12, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir celles et ceux qui ont l'Aveyron dans le cœur. Qu'ils soient aveyronnais de naissance ou d'adoption, qu'ils soient restés ici ou partis à l'autre bout de la terre, je trouve leur parcours inspirant et j'ai très envie de les partager avec vous. Ils sont la fierté de notre beau département et ils vont m'aider à faire voyager l'Aveyron un peu partout. Allez, c'est parti! Ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode. J'ai l'honneur de recevoir sur le 12 aujourd'hui le très célèbre chef Sébastien Brasse, qui m'a reçu au sein de son restaurant Le Suquette à l'Aïole. Je suis très admirative du parcours de Sébastien. Quelle émotion du coup pour moi de partir à sa rencontre cet été pour l'interviewer. Alors c'est simple, j'ai quasiment pas trouvé le sommeil la nuit d'avant. Et pourtant, lors de mon passage, quel accueil, quelle gentillesse de sa part et de son épouse Véronique. Ce chef, aux valeurs humaines fortes, dont la renommée est nationale et même internationale, revendique le fait qu'il défend la cuisine des petits riens. C'est avec un accent aveyronnais bien marqué qu'il nous parle de l'amour inconditionnel qu'il peut avoir pour son Aveyron natal et pour l'Aubrac, sa relation avec, entre autres, son papa, le légendaire chef étoilé Michel Brasse, ainsi que les différents projets qu'ils ont pu concrétiser jusqu'à aujourd'hui. Projets dont on s'est rendu compte avec Sébastien pendant l'enregistrement qu'ils ont finalement tous un point en commun. Au moment des réglages de mes micros, j'ai demandé à Sébastien pourquoi il a accepté mon invitation. Il m'a répondu que c'était un support qui contribuait à valoriser le territoire de l'Aveyron, ce qu'il fait déjà depuis plus de 30 ans et que donc il a toujours plaisir à continuer de faire. Allez, j'arrête là mon introduction. Bonne écoute. Bonjour Sébastien Brasse. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, ici au Suquette. Avec plaisir. Pour tous les Aveyronnais, on ne te présente plus. Tous les Aveyronnais à qui j'ai dit je vais lancer un podcast sur les Aveyronnais, forcément tu étais dans la liste de toutes les personnes de mon entourage, obligatoirement. Par contre, j'ai des personnes qui m'écoutent au-delà de l'Aveyron, donc je pense que ça peut être intéressant de pouvoir te présenter, expliquer ce que tu as fait, ton parcours et qui est très très riche et très intense. Tu as 50 ans, oui. Tu es chef cuisinier au Suquette à l'Aïole et tu es un pur Laïolais. Je ne me trompe pas en disant ça. C'est bien ça, fier de l'être, je le revendique souvent. Un des derniers enfants né à l'Aïole. Voilà, né à 200 mètres du restaurant. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Et ma mère est montée à la maternité à pied, puisque c'était tout début novembre, il y avait de la neige, donc il a fallu qu'elle escalade la côte qui va vers l'église de l'Aïole pour aller jusqu'à la maternité. Donc, bien avant ta naissance, déjà, tu arpentais c'est l'Aubrac. Ça, j'étais dans le bain d'entrée de jeu. Alors, on sait en fait qu'au niveau du Suquette, tu avais eu... ton papa avait obtenu les 3 étoiles. Oui. Qui entre-temps, tu les as refusés en fait depuis, oui. Avec des choix très, à la fois professionnels mais très personnels aussi. Surtout ça, oui. Surtout personnels. Oui. Donc tu es mariée à Véronique, qui oui. elle aussi intervient au niveau du Suquette, au niveau de l'hôtel et de la salle. C'est ça, voilà, elle me soutient au niveau de la direction globale de l'établissement. D'accord. Et tu as 2 enfants. C'est ça. Donc... Finalement, la Maison Brasse, c'est une histoire de génération, de famille. Je suis la 3e génération, puisque c'est mes grands-parents qui ont fondé le restaurant dans les années 50, au cœur du village. En fait, mon père est arrivé à l'âge de 6 mois ou 1 an, je crois, en moto avec mes grands-parents. Mon grand-père, au départ, avait ouvert une forge sur la place du Taureau. Et puis à l'époque, il avait un petit peu de mal à en vivre. Il y avait trois autres forgerons sur la place du village. Et la mécanisation aidant, son activité a peu à peu décliné. Donc ils ont décidé de racheter un petit établissement au cœur du village. Et ma grand-mère a commencé à cuisiner avec ses connaissances, évidemment, de ménagère, à cuisiner pour les représentants de commerce, pour les gens de passage. On fait une cuisine très simple, très abordable, mais faite avec amour, sincérité et bon goût. Donc l'histoire culinaire de la famille Brasse a commencé à ce moment-là, dans les années 50. Et mon père a grandi évidemment dans cette ambiance-là, faite d'amour, de bon goût, de passion du produit et du territoire. Et peu à peu, il a été amené à reprendre les rênes de l'entreprise, même si au départ, c'était pas du tout sa vocation. Lui, il rêvait plutôt d'être pilote de ligne ou ingénieur en aéronautique ou je ne sais quoi. Donc la cuisine, il l'a faite un peu par obligation, parce qu'à l'époque, ma grand-mère avait quelques soucis de santé et il s'est senti obligé, en tant qu'aîné de la famille, de rester dans l'établissement familial pour soutenir tout ça. Donc ça a commencé comme ça, finalement.
Oui, ça a commencé du coup avec Mémé Brasse. C'est ça, c'est ça. J'ai entendu parler de Mémé Brasse. Mémé Brasse, qui est, enfin, Mémé et Pépé, puisque mes deux grands-parents, puisque mon grand-père restait aussi avec nous, même ici au Suquet, les premières années, à faire l'accueil des clients à la réception, avec sa gouaille de maréchal Ferrand, avec ses mains qui devaient faire 3 fois la taille des miennes. Donc il n'était pas a priori du tout destiné à ça, mais voilà, finalement, il a fini aussi restaurateur. Alors c'est là aussi donc l'histoire de famille, donc Michel Brasse, Ginette, tes 2 parents, ton épouse Véronique, on en a parlé, ton beau-frère Christophe Chailloux et son épouse Pascale qui sont au Café Brasse, on en parlera tout à l'heure. Oui. Et j'ai aussi vu André Brasse, ton oncle, qui a travaillé aux Forges de l'Aïole et qui est intervenu, je pense, qui est un peu pour la décoration intérieure du restaurant. Je ne me trompe pas ? Alors, figure-toi qu'André, au début de sa carrière, a commencé par le métier de restaurateur, parce qu'il a travaillé quelques années avec mon père. Ouais. Ensuite, il a senti que ce n'était pas pour lui. Il est parti vers d'autres cieux. Et voilà, lors de la retraite, est arrivé le projet de Millau, des Capucins. Et là, on lui a dit, comme André aussi, comme mon père est quelqu'un de très actif, dont le style n'est pas de rester assis dans le canapé et regarder le journal de 13h. Donc, on l'a embarqué dans l'aventure des Capucins. Et aujourd'hui, avec sa fille Astrid, c'est lui qui gère ce projet depuis maintenant de nombreuses années. Alors, moi, sur le 12, j'ai une question que je pose systématiquement. À 12 ans, toi, à quoi tu rêvais ? Est-ce que tu savais déjà que tu allais marcher sur les pas de ton père ? Quand on est adolescent, 15 ans, 16 ans, 17 ans, évidemment, on se pose des questions sur son avenir professionnel. Et moi, quand j'étais gamin, qu'est-ce qui me rendait heureux ? C'était le temps passé chez mes grands-parents agriculteurs, donc les parents de ma mère, agriculteurs à Soulages-Bonneval, puisqu'à l'époque, mes parents étaient très occupés. Donc, les mercredis, les week-ends, les grandes vacances, j'étais expédié illico presto. Il n'y avait pas le centre aéré, là. Il n'y avait pas le centre aéré, donc c'était l'Aubrac, le centre aéré. C'était l'Aubrac, c'était les parties de cache-cache dans la grange, c'était donner aux bêtes le soir, c'était conduire les tracteurs, c'était les fenaisons, et tout ça m'a rendu évidemment extrêmement heureux durant toute mon enfance. Donc ça, c'était le premier temps fort quand j'étais gamin. Ensuite, je passais une partie de mon temps aussi quand mes parents étaient en congé le lundi et le mardi matin, beaucoup de temps en balade sur le plateau, les pique-niques au bord des rivières, au fin fond des forêts. Donc ça aussi, ça m'a rendu extrêmement heureux. Et enfin, mon troisième temps, c'était le temps passé au sein de l'établissement familial, parce que ma chambre d'enfant, d'adolescent, elle était au-dessus de la réception, à cheval entre la réception et la cuisine. Donc voilà, mes réveils étaient bercés par les retours de marché, mes grasses matinées par l'équipe qui buvait le café à 10h dans la petite ruelle le long des cuisines, l'arrivée des clients. Enfin voilà, toute mon enfance a été aussi bercée par cette ambiance-là. Une grande partie de l'hiver, déjà à l'époque, le restaurant était fermé, donc c'était les parties de cache-cache dans la salle de restaurant avec mon frère sous les tables et sous les chaises. C'était complètement, c'était tout à fait ça, parce que c'était évidemment un établissement un petit peu désertique à cette période-là, mais c'était aussi un immense terrain de jeu. Donc voilà, à l'adolescence, quand il faut choisir une voie professionnelle, finalement, je me suis dit, mais ce métier va me laisser la possibilité de continuer à m'amuser sur mon terrain de jeu, la restauration, l'aubrac, la nature, les produits de la ferme. Donc finalement, ce choix professionnel a été assez facile pour moi. Ouais. Malgré tout, j'ai fait un bac général. J'étais pas un grand étudiant, j'ai fait le minimum syndical pour avoir mon bac, mais c'était pas ma grande passion, et j'ai jamais été aussi heureux ensuite que quand je suis parti à l'école hôtelière à Lyon pendant 3 ans, où j'ai vraiment trouvé ma voie et j'étais parfaitement épanoui. L'école des arts culinaires et de l'hôtellerie qui s'appelle maintenant l'Institut Paul Bocuse. Exactement, c'est ça, et j'ai fait partie de la première promotion, donc de la première génération d'étudiants qui ont ouvert l'école, entre guillemets. Super. Ouais. Tu y retournes des fois ou pas ? Alors je fais de temps en temps quelques démonstrations. Là, j'ai reçu un mail il y a 2 jours pour être parrain de la prochaine promotion, justement. Ah, super. Donc tu as fait ton apprentissage, ta formation professionnelle chez ton père, toujours à la maison. Alors là aussi, mon apprentissage a été un petit peu particulier, puisque mes stages d'école hôtelière ont collé pile poil à la période d'ouverture du restaurant, parce que je suis rentré à l'école à l'automne 90, donc j'étais à l'école en 90, 91, 92 et 93, fin d'année scolaire, et donc c'était les dates pile poil où le Suquet ouvrait ici, et donc j'avais des stages
stages de prévus à l'extérieur. J'en ai fait quelques-uns, notamment chez la famille Bernachon à Lyon, chocolatier emblématique français qui reçoit ses sacs de fèves brutes, qui torréfie ses fèves, qui fabrique sa couverture. Donc une expérience assez unique parce que c'était un petit peu Charlie et les chocolateries quoi. Tous les matins à 4h quand j'arrivais dans l'atelier de fabrication, voilà, ça sentait les odeurs de fèves, de chocolat torréfié, de ganache. Enfin, c'était une expérience assez géniale. Après mes week-ends, de temps en temps, j'avais l'opportunité d'aller aussi chez Paul Bocuse. Donc là, pareil, les premières fois où j'y étais, j'étais stressé à un point pas possible. Je ne dormais pas de la nuit parce qu'évidemment, comme Paul Bocuse, peut-être, même pire sans doute, parce que voilà, aller passer un week-end chez Paul Bocuse, moi j'avais 18 ans à l'époque, c'était évidemment le dieu français de la cuisine française internationale, et moi j'étais évidemment rien du tout, mais voilà, grâce à mon père, j'avais eu la possibilité d'aller assister à quelques services, et j'avais trouvé cette expérience géniale. Ensuite, j'ai eu l'opportunité aussi au cours de mes études d'aller passer 6 mois chez Michel Guérard à Eugénie-les-Bains, et Michel Guérard à l'époque m'a donné la possibilité, donc ça c'était en 91, l'année avant l'ouverture du Suquette, et là j'ai eu beaucoup de chance parce que monsieur Guérard m'avait donné l'opportunité de pouvoir aller dans tous les services un petit peu de l'hôtel, donc c'était évidemment une structure beaucoup plus importante que la nôtre, mais évidemment pour moi c'était très enrichissant d'un point de vue gestion des ressources humaines, travail de recherche et de création, mais je suis passé aussi au service réservation, à l'accueil des clients. J'ai eu la chance de passer aussi dans l'hôtel pour voir l'organisation hôtelière. Enfin, j'ai eu une chance assez incroyable de découvrir l'établissement dans son organisation globale, et pour moi ça a été d'une grande richesse, et ça tombait, voilà, comme je l'ai dit précédemment, l'année précédant l'ouverture du Suquette, donc ça a été voilà, une grande source aussi d'inspiration pour l'année qui a suivi. Ouais, c'est une chance en fait de voir que tu as pu rencontrer des gens sur ton passage qui finalement t'ont transmis tout ça avec beaucoup de générosité. C'est ça qui m'a enrichi, évidemment. Bon, il connaissait mon père à l'époque, il n'y avait que 2 étoiles, donc, mais malgré tout, voilà, mon père connaissait un petit peu le milieu, et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être introduit dans des univers assez singuliers et très enrichissants. Alors j'ai eu juste une frustration, c'était ma dernière année d'école hôtelière, 1993, donc 1 an après l'ouverture du Suquette. J'avais décroché un stage à San Francisco. J'étais le rêve américain. Le rêve américain. J'étais super content de partir là-bas pour quelques mois. Et puis en 93, on avait fait un début d'année catastrophique ici au Suquette. C'était la 2e année après l'ouverture. Contre-coup médiatique, moins de monde, moins de presse. Évidemment ici un investissement énorme qui nous a mis en grande difficulté les premières années. Donc une semaine avant de partir à San Francisco, mon père n'a pas gardé son chef pâtissier parce que voilà, on n'avait pas les moyens de pouvoir régler son salaire. On l'a pas gardé, donc illico presto, mon père m'a gentiment demandé de ne pas partir en stage à San Francisco et de rester au Suquette, voilà, pour l'aider, le soutenir au début de cette période quand même extrêmement compliquée qui a duré plusieurs années. Pour vivre le rêve sur l'Aubrac à la place. C'est ça, mais j'aurais bien, étant jeune, j'aurais bien aimé quand même partir un petit peu à l'étranger. Donc par la suite, évidemment, j'ai pu en profiter. Étant fermé l'hiver, les années qui ont suivi, on a quand même profité de ce temps libre avec Véronique pour voir autre chose. Mais là, c'était une petite période de frustration. Et j'ai même eu une période de gros doutes. C'était quelques années plus tard, donc voilà, j'avais passé quelques années à cravacher entre guillemets de manière extrêmement intense parce que voilà, des investissements déraisonnables, une pression énorme, peu de monde en cuisine, des horaires de folie, et voilà, au bout de quelques années, j'ai eu le besoin avec Véronique de partir en Argentine, puisque bon, il y avait le lien avec Sergio évidemment à Buenos Aires, mais aussi surtout on avait eu à nos côtés ici pendant 3 ans une stagiaire argentine qui s'appelait Maria. Donc après 3 ans passés au Suquette, elle devait rentrer au pays pour ouvrir son propre restaurant. Avec Véronique, on a souhaité partir avec elle cet hiver-là pour l'aider à ouvrir son établissement. Donc c'était vraiment un tout petit établissement, un bistrot un peu premium entre guillemets, mais c'était quelque chose de très très simple. Mais pour autant, avec Véronique et Maria, on s'était régalé à voilà, imaginer une cuisine française très simple, mais qui était en complet décalage avec la gastronomie
gastronomie à l'époque argentine, si bien qu'en quelques mois, on faisait la une de l'équivalent du Monde en Argentine. Donc voilà, et là j'ai eu une grosse période de doute parce que j'avais passé au Suquet des années extrêmement difficiles, et là-bas en quelques mois en Argentine on était entre guillemets les rois de la pampa, tout était arrivé tout seul, très vite, très facilement. Je me suis dit à cette époque-là, avec Véronique, on s'est dit mais attends, est-ce qu'on n'est pas couillon de vouloir reprendre une entreprise familiale extrêmement... Est-ce qu'on reste là-bas en Argentine où tout paraît beaucoup plus facile, ou est-ce qu'on rentre au pays où c'est quand même extrêmement compliqué, où ça demande beaucoup d'énergie, où on finit les saisons épuisées. Voilà, là c'était un choix difficile, on n'avait pas encore les enfants, et là ça a été une grosse période de doute. Et puis bon, finalement, fait le choix, du coup ? Et finalement, après cette saison d'hiver et d'été là-bas en Argentine, on est rentré ici au pays, puis on est rentré dans le bain, puis on ne s'est plus trop posé la question, parce qu'à nouveau, voilà, on a eu la tête dans le guidon, c'était une évidence, et on ne s'est plus trop posé la question, mais pendant quelques mois, quand on était en Argentine, on a eu une grosse période de doute. Oui, j'imagine. Alors, l'expérience culinaire après la formation, tu l'as fait sur le tas. Il y a eu des débuts difficiles, mais très formateurs. Il y a eu que j'ai compris. Il y a eu des débuts difficiles parce que, évidemment, je sortais de l'école. Évidemment, mon père attendait énormément de moi et ne m'a jamais fait de cadeau, encore moins qu'au reste de l'équipe, je crois. Donc, psychologiquement, c'était très compliqué parce qu'évidemment, je n'avais pas d'expérience. Je sortais de l'école, donc pas de savoir-faire, pas d'organisation. Et très rapidement, mon père m'a mis devant mes responsabilités et je me suis vraiment formé sur le tas parce que l'école hôtelière, évidemment, c'était super, mais c'est pas le vrai monde du travail. Hein. Donc, quand j'ai mis les doigts dedans, je suis un petit peu tombé de haut et j'ai eu des années quand même assez compliquées avec mon beau-frère Christophe Chaliou qui a connu donc la sœur de Véronique à cette époque-là. Et je me rappelle à l'époque, on était tous les deux en pâtisserie et lui était aussi assez jeune et c'était très compliqué pour nous de faire face aux attentes de mon père, à sa création débridée, à son exigence très forte. On a eu beaucoup de mal et ça a été une période aussi extrêmement délicate pour moi. Ouais, puis j'imagine que là, pour le coup, tu es le fils de Michel Brasse, donc l'exigence, tu la reçois de ton papa, mais du coup, toi, tu as une pression supplémentaire, toi, avec toi-même, en fait. Tu as une pression avec toi-même, et puis tu as une pression aussi vis-à-vis de l'équipe, parce que quand tu as en cuisine 20 jeunes qui sont, qui ont plus ou moins ton âge, tu n'as pas le droit, tu es obligé de faire bonne figure, hein, et bien souvent, ta fierté, il faut la ravaler, parce que ton père ne te fait pas de cadeaux, et quand il te démontre entre guillemets devant toute l'équipe parce que tu as trop cuit un rouget ou un filet de bœuf, tu baisses la tête et tu te remets au travail et tu as tes collègues qui ricanent dans leur coin en disant le fils Brasse, il n'est pas à hauteur de son père. Donc ça a été aussi une période dur, pas toujours évidente. Ouais. Alors, on va passer du coup à la partie, un peu pour expliquer les différents restaurants que tu as pu ouvrir avec ton papa. Oui. L'idée, c'est de les voir un petit peu un par un, voir un petit peu très rapidement l'histoire, comment est arrivé. Alors, le Suquet, on en a parlé. Moi, j'ai lu que tu étais profondément attaché aux traditions ancestrales, ingénieusement créateur. Et tu dis sur ton site, je me régale à travailler des produits à faible valeur ajoutée. Tu dis la cuisine des petits riens. Oui, parce que, évidemment, dans l'inconscient collectif, la haute gastronomie, c'est quoi ? C'est du caviar, c'est du homard, c'est des produits très luxueux, très chers. Mais pour autant, les fondamentaux de notre cuisine, c'est pas du tout cela. Moi, je suis un enfant de la campagne. J'ai des grands-parents, d'un côté maréchal ferrant forgeron, de l'autre côté agriculteur. J'ai été baigné par tout cet univers-là. J'ai été baigné par l'univers des choses simples, par le vrai goût des choses. Et tout mon inconscient culinaire a été forgé par cet univers-là. Donc à l'âge adulte, quand aujourd'hui on imagine, on crée des plats, évidemment ils sont inspirés de cet univers-là et de cette histoire. Donc le caviar, les homards, ça fait pas partie de mes fondamentaux, mais c'était aussi surtout pour mon père une période de doute quand tu rentres dans la haute gastronomie, parce que dans la haute gastronomie on te dit il faut travailler des produits très chers, très luxueux, c'est ça la vraie gastronomie, mais les émotions de mon père c'était pas du tout celle-là, et les miennes non plus. Donc c'est pour ça que à l'époque mon père a décidé de créer un univers très axé autour du végétal, autour de l'univers de l'aubrac. Et imagine, il y a 40 ans, proposer des plantes, des fleurs et des herbes dans la cuisine, il était regardé, mon père, comme un ovni dans l'univers de la haute gastronomie. Alors qu'il était visionnaire finalement. Alors que quelque part il était visionnaire, parce qu'on voit aujourd'hui ce retour à la nature après l'effet de mode cuisine moléculaire très chimique. Aujourd'hui on est revenu des fondamentaux, à la valorisation
l'exploitation du produit, de la nature, des végétaux, chose que mon père a toujours faite. Et puis je pense que c'est la première impression quand on n'a jamais goûté des fleurs, c'est de dire les fleurs ça se mange pas en fait, ça se regarde, ça se met dans un vase et ça se mange pas. Donc c'est un peu cette approche de dire allez goûter aussi c'est toutes ces belles choses qu'on a dans la nature et que vous ne soupçonnez même pas le goût que ça a, l'explosion en bouche de saveurs en fait. Alors évidemment tout ne se consomme pas, mais pour autant quand on prend le temps de s'y intéresser, évidemment c'est des palettes de goûts, de couleurs, d'arômes insoupçonnés, en commençant par exemple par la cistre qui est l'emblème de la maison, la cistre ou fenouil sauvage que l'on trouve un petit peu partout ici en moyenne montagne, qui pousse uniquement dans les pâtures non traitées. Donc ça a un goût assez extraordinaire, très intense, et on dit même que cette cistre participe au parfum du lait des vaches quand elles sont dans les grands pâturages, et donc à parfumer le lait de printemps. Donc cette cistre, voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais été à l'époque beaucoup utilisé, mais pour autant qui était un trésor de goût, de parfum quand c'est bien exploité. Qui est de quelle couleur ? Qui est verte, la cistre est verte. Donc ensuite, plus tard, on a les graines, donc on la décline de manière fraîche, on décline les graines, ensuite j'en fais des infusions dans de l'huile pour pouvoir la travailler un petit peu plus tard dans la saison. Voilà, la nature et l'environnement de l'Aubrac nous offrent une multitude de goûts, de parfums, de saveurs. Et puis depuis 20 ans, on a aussi notre jardin personnel qui aujourd'hui amène encore une dimension supplémentaire. Quand mon père a déménagé du Suquet, quand on est arrivé avec Véronique, quand les enfants sont nés, évidemment mon père a déménagé à la Gardelle, juste à côté de la ferme familiale où moi j'ai passé toute mon enfance. Et voilà, mon père s'est attaché et a mis beaucoup d'énergie à créer un jardin personnel. Et dans ce jardin, du coup, on a planté beaucoup de plantes, de fleurs, d'essences aromatiques qui viennent des quatre coins du monde pour le coup, et qui amènent du coup voilà, une palette supplémentaire de goûts, de parfums, de couleurs. Je crois qu'en ce moment là, on est début juillet, on arrive à cueillir entre 100 et 120 variétés tous les matins. 120 variétés différentes. Que l'on utilise dans la journée en cuisine. Donc ça, pareil, c'est un univers assez incroyable. Au niveau du Suquet, donc l'ouverture s'est faite en 92. 10 avril, c'est ça. Voilà, vous avez fêté les 30 ans cette année. Oui. En grande pompe avec tout le personnel. Enfin, je pense que c'est beaucoup d'émotions ça pour tout le monde en fait. C'est une belle page de l'histoire, les 30 ans du Suquet. Au démarrage, on n'aurait pas cru y arriver. Mais voilà, c'est un événement assez symbolique. Et là, du coup, tout au long de la saison, chaque mois va être ponctué par un plat qui a marqué l'histoire de la maison. Donc chaque histoire est différente, mais c'est des moments qui pour moi ont été importants, des instants de création, des instants de transmission. Il y a un petit clin d'œil aussi au Japon, puisqu'on a ouvert un établissement là-bas depuis 20 ans. Voilà, toute la saison va être ponctuée par des réinterprétations de recettes qui ont marqué l'histoire de la maison ou mon histoire personnelle. Mettons, en ce moment, on a un dessert à base de cerises, qui est une interprétation du dessert à la cerise que j'avais servi à l'inspecteur Michelin en 1998 quand il était venu nous inspecter pour nous juste octroyer... Juste avant les 3 étoiles. C'était le grand directeur qui était venu incognito. Bon, on l'avait reconnu, on le lui avait fait savoir au début du repas, mais ce jour-là, mes parents n'étaient pas là, donc ça a un coup de stress aussi assez incroyable. Ils étaient partis 2-3 jours parce qu'ils étaient fatigués, alors que d'habitude ils ne partaient jamais. Et évidemment, ce jour-là, qui c'est qui débarque au restaurant avec un nom d'emprunt? Il n'avait pas réservé sous son vrai nom, évidemment, comme font tous les inspecteurs. Sauf que quand il est arrivé, Véronique et Sergio l'ont reconnu, on le lui a fait savoir. Comme font tous les inspecteurs, il a choisi son menu, je me rappelle encore, donc il avait choisi un gargouillou, une recette d'agneau et un dessert à base de cerises que j'avais mis en place à la carte le matin même et qui n'avait pas été validé par mon père. Donc là, je te laisse imaginer le coup de stress que j'ai eu quand j'ai reçu le bon de commande. Surtout qu'il aurait pu choisir un autre dessert. Tout à fait. Non, il a choisi celui-là. Donc ça, j'étais catastrophé parce que j'ai transpiré à grosses gouttes ce jour-là. Il a pris son repas. Ils ne nous ont pas fait plus de commentaires que ça parce qu'ils n'en font jamais. On a passé une petite demi-heure au bureau pour lui présenter la maison, les projets, puisqu'on avait un gros projet de rénovation. L'année qui suivait, la rénovation du restaurant avec la création du petit ruisseau juste à côté de la salle. La draille, etc. Donc il est parti sans rien nous dire. Et puis donc ça, on était au mois de mai, je pense mai ou juin 98. Donc il est parti. On a attendu jusqu'au début du mois de mars
mars suivant, où le matin à 7h à France Inter, on a appris qu'on avait décroché 3 étoiles. Voilà. Super, une sacrée fierté. Cette fierté, finalement, elle t'a permis d'avoir une mise en lumière sur ton établissement, enfin sur votre établissement à ce moment-là, puisqu'à ce moment-là, ton père Michel était encore aux commandes avec toi. Alors officiellement, évidemment, c'était mon père qui avait décroché ces 3 étoiles. Voilà. C'est moi qui à l'époque ai reçu l'inspecteur. Et je crois que cette journée-là, j'en ai pas pris conscience de suite, mais ça a été une étape de ma carrière, je pense, assez essentielle, dans le sens où et moi et mon père ont pris conscience finalement que la maison ne s'était pas écroulée, qu'on avait su faire face à des échéances quand même assez importantes et radicales. Et je pense que ce moment-là nous a énormément facilité à l'un et à l'autre la transmission qui s'est passée quelques années plus tard. En 2009, du coup. Hein. Voilà, officiellement, la transmission s'est faite en 2009, voilà, le jour où mon père déménage son bureau au cœur de la cuisine et où c'est moi qui prends sa place. Très symbolique, ça. Très symbolique, oui, finalement plus symbolique qu'autre chose, parce que la transmission avait commencé bien avant, mais c'est fait sur la longueur, petit à petit. Mon père a eu l'intelligence aussi de me laisser exister en tant que cuisinier assez rapidement, avec la possibilité aussi de créer moi-même mes propres assiettes. Une des recettes emblématiques justement de cette saison des 30 ans, c'est un dessert à base de rhubarbe et jus de fraise. C'était la première recette que mon père avait accepté de laisser à la carte telle que je l'avais pensée. Et pot de lait, voilà, c'est ça. Donc la transmission, c'est vraiment faite sur la longueur, a pris plusieurs années, mais effectivement, cette année-là, 2009 a été la date où mon père a déménagé le bureau et m'a laissé la place au centre de la cuisine. Ça devait être plein d'émotions, autant pour lui que pour toi finalement, parce que là c'était vraiment... Alors je pense que ça a été beaucoup plus dur pour mon père, parce qu'évidemment à l'époque mon père était en grande forme, encore pleine d'énergie, comme il est encore aujourd'hui à 76 ans. Hein. Ouais. Il a déjà fait 2500 km de vélo, donc il a la pêche. Beaucoup plus que moi. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pour lui, même si c'était pour son fils, un vrai sacrifice d'abandonner, entre guillemets, en quelque sorte, les rênes de l'établissement. Donc pour lui, ça a été quand même très compliqué psychologiquement d'accepter de laisser le paquebot à son fils. Et après, il se concentrait sur d'autres projets que l'on a eu de par ailleurs, et puis sur la création du jardin, évidemment. En 2017, à 46 ans, tu laisses un petit message sur Facebook. Tu donnes cette information à ta brigade, à ton équipe. Qu'est-ce que tu annonces à ce moment-là ? Alors, j'ai, sans le vouloir, créé une espèce de mini cataclysme dans la profession et dans l'univers de la restauration. Comme je le disais tout à l'heure, évidemment, ça a été beaucoup de bonheur pour nous en 99 de recevoir ces 3 étoiles. Alors, on nous l'a promettait depuis des années. Le restaurant était complet ou quasiment complet toute la saison depuis déjà un certain temps. Et puis, en 99, on reçoit ce fameux Graal gastronomique que sont les 3 étoiles. Donc, évidemment, une grande fierté. C'est un petit peu la médaille d'or olympique, hein, donc c'était l'aboutissement d'années de travail, mais pas une fin en soi non plus, hein, parce que c'est finalement juste une étape dans la vie du métier de cuisinier. Donc évidemment, ça a été un gros coup médiatique, un gros coup de projecteur sur la maison, qui a donné encore un petit élan supplémentaire évidemment à la réputation de la maison. Et pour moi, ça, quand j'ai repris les rênes de l'entreprise, c'était un sacré poids. Parce que j'avais sur les épaules le poids de la tradition, le poids de ces 3 étoiles, et j'avais absolument besoin de faire mes preuves pour moi-même. J'avais besoin de faire mes preuves auprès de mon père, à lui dire tu me cèdes une belle entreprise qui atteint le Graal gastronomique, tu dois être à la hauteur de la confiance que t'a témoigné ton père. Donc faire tes preuves auprès de tes clients, auprès de ta famille et auprès de moi-même. Donc ça, pour moi, ça a été quand même une pression énorme que j'ai portée pendant des années. Et puis au bout de quelques temps, tu réfléchis un petit peu au sens de la vie, au sens de ton métier. Et tu te dis finalement, mais pourquoi tu as choisi ce métier, quoi ? Est-ce que tu as choisi ce métier pour être sur la ligne de départ du 100 mètres olympique tous les jours ? Ou est-ce que tu as choisi ce métier-là pour le plaisir qu'il te procure, pour le plaisir que tu as de cuisiner avec tes équipes, pour le plaisir de partager ton territoire ? Et cette 3e étoile, pour moi, elle était quand même un poids. Je ne voulais pas continuer à travailler avec ce poids sur les épaules toute ma carrière. Et évidemment, j'ai pris la décision extrêmement
extrêmement difficile de renoncer à ces 3 étoiles en demandant au guide de me supprimer de sa sélection. Donc cette année-là, en 97, effectivement, j'ai tourné une petite vidéo. C'est mon fils qui m'a filmé devant ma maison. Là. En 2017, mon fils m'a filmé devant ma maison après des années de réflexion où je demande officiellement au guide de me retirer de sa sélection. Donc j'en ai informé le guide. Je les ai remerciés parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Oui. Ça a été un coup de lumière assez incroyable sur la maison. Mais voilà, plusieurs années après, je ne voulais plus porter le poids de cet héritage et de cette consécration. Hein. Un champion olympique, il est 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, il veut passer à autre chose. C'était un peu mon cas. Donc évidemment, ça a été un sacré pavé dans la mare, hein, parce que c'est une première dans l'histoire du guide, je pense, qu'un restaurateur souhaite continuer à faire la même chose, mais souhaite se détacher aussi de cette immense consécration. Mais pour moi, voilà, à l'approche de la cinquantaine, c'était le choix de ma vie personnelle. Alors, ça a été compris par un certain nombre de restaurateurs 3 étoiles, parce que beaucoup m'ont envoyé des petits messages privés en me disant « Waouh, t'as osé le faire ». Ça a peut-être été moins compris par des restaurateurs 1, 2 étoiles et qui ne rêvent que du Graal gastronomique, évidemment. Et je peux les comprendre, parce que j'ai été aussi dans cette position-là. Mais moi, voilà, après près de 20 ans de 3 étoiles, je voulais passer à autre chose. Non, puis tu avais besoin, je pense, d'expliquer aussi ta démarche et de dire qu'effectivement, finalement, tu avais été fier de ces 3 étoiles, mais que maintenant tu préférais travailler plus avec, avoir le sentiment de travailler plus avec le cœur qu'avec la tête finalement. Mais me sentir de redonner du sens à tout ce que tu faisais au quotidien. C'est ça, exactement. Me sentir un petit peu plus libre, indépendant et le cœur plus léger. Ouais. Alors évidemment, la grande angoisse, c'était est-ce que les clients vont nous suivre, hein, parce que c'était un vrai pari. Et l'année 2018, on n'apparaît pas du tout dans le guide. Je crois qu'on a servi une 40aine de clients de plus que l'année précédente avec 3 étoiles, et ça continue toujours pareil. Donc voilà, ça a été un choix difficile, radical, mais aujourd'hui sans aucun regret. Super. En 2008, tu ouvres l'espace Gourmand Capucin. Oui. À Millau, à l'ère du viaduc de Millau, avec un panorama à couper le souffle. Ça nous poursuit, ces panoramas. Hein. C'est ça, en fait. C'est les grands espaces. Voilà, tu te retrouves jamais au fond d'une forêt, en fait. C'est ça. Donc, alors moi j'ai bien envie que tu nous expliques un petit peu l'histoire du capucin en fait. Peut-être que tu expliques ce que c'est en fait, l'ustensile de cuisine que c'est à la base, et l'idée en fait d'où est née cette histoire du capucin et puis l'histoire de la machine aussi pour la fabrication des moules, parce que ça m'intéresse. Une fois de plus, une histoire de famille. Hein. Ouais, mais voilà, c'est ça. En préambule, ce que je veux dire, c'est que nos envies familiales, mon père, mon oncle et autres, l'idée d'un développement pour un développement n'a jamais été une fin en soi, parce qu'on a refusé énormément de projets d'ouverture diverses et variés, mais qui pour nous n'avaient pas forcément de sens, de fondamentaux, voilà, on a refusé énormément de projets. Mais quand s'est présentée l'opportunité de pouvoir répondre à cet appel d'offres, qui avait été lancé par le département à l'époque, l'attente du département, c'était de valoriser le territoire. Et nous, cette idée-là, évidemment, nous plaisait énormément, parce que c'est ce qu'on faisait ici depuis des années, et donner une visibilité encore plus grande au pays aveyronnais, à travers un concept de restauration rapide. Sur le coup, on ne s'était jamais creusé la question pour essayer de réfléchir à un concept voilà, avec des sandwichs, entre guillemets, voilà, entre 10 et 15 ou 20 euros, je ne sais plus. Mais cette idée-là nous a énormément plu, donc on a réfléchi à un projet assez singulier, authentique, qui valorise bien le territoire. Donc on a présenté notre dossier au département. Ils ont été séduits par notre offre, et donc on a été sélectionnés pour présenter ce produit et créer ce restaurant sur l'aire du viaduc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la manière dont on valorise le territoire à travers ces produits, à travers la mise en avant des producteurs, parce que dans chacun des capucins, voilà, on renvoie les consommateurs vers les producteurs de ce qu'ils ont pu consommer à travers nos produits. Donc ça, c'est ce qui avait beaucoup plu aussi au département, et aujourd'hui le succès, ma foi, ne se dément pas. On a toujours d'aussi bons retours, et c'est marrant, on a même réussi à créer chose assez incroyable pour
un pôle de restauration sur une aire d'autoroute, on a réussi à créer un phénomène de clientèle habituée qui chaque année s'arrête sur l'aire du viaduc pour goûter à nouveau au Capucin. Donc ça, on en est particulièrement fiers aussi. C'est la tradition de chaque année au moment des vacances. Ben voilà, c'est ça, exactement. Super. Alors du coup, qu'est-ce que c'est un Capucin en fait? Alors le Capucin, c'est ce qu'on appelle chez nous le flambadou. On a voulu s'inspirer une fois de plus de la tradition locale, même si elle peut exister un petit peu ailleurs, mais ce Capucin, ce flambadou, c'est cette fameuse pièce en fonte dans laquelle on met du lard et pour arroser les grosses pièces qui sont rôties, les cochons, les canards ou les agneaux qui sont rôtis pour les grands méchouis. Donc on a voulu sur ce projet-là se raccrocher une fois de plus à la tradition locale et créer symboliquement un capucin, voilà, qui est la forme du produit original que l'on garnit de spécialités avéronaises. C'est ça. En fait, c'est une pâte en forme de cône dans lequel il est mis des légumes, spécialités, de la viande, des spécialités avéronaises, voilà, des produits créés par des Aveyronnais que l'on a sélectionnés, des producteurs locaux que l'on a sélectionnés avec beaucoup d'attention et voilà, on essaie de valoriser voilà, ces fournisseurs-là qui nous sont chers aussi, parce que je crois qu'ils sont aussi à l'origine de cette réputation du bien manger aveyronnais, donc c'était la moindre des choses de leur faire un juste retour. Un clin d'œil, oui, parce que de toute façon, oui, c'est grâce à eux aussi que tu peux au quotidien proposer des produits de qualité à tes clients, en fait, quel que soit le restaurant. C'est ça, je crois que sans eux, on ne serait finalement pas grand-chose. Moi, dans ma cuisine au Suquet, voilà, j'ai toute une palette de produits issus pour la plupart de productions très locales, régionales. Et ça, on a à cœur de valoriser. D'ailleurs, sur les mêmes menus, je mets la plupart du temps le nom du producteur, le prénom, le nom du village ou le lieu où ce produit a été fabriqué. Donc ça fait partie aussi de l'ADN de ce que l'on propose au Suquet. Et donc à Millau, c'était une façon différente mais complémentaire de valoriser le territoire. Et alors, du coup, la fabrication des moules, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment... J'ai entendu parler de Decazeville, de Rodez, au niveau de la fabrication, avec le lycée de Decazeville. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un oncle un petit peu touche-à-tout, très bricoleur. Et évidemment, cette forme de capucin, c'est une machine qui n'existait pas. Et comme on essayait tout le temps d'aller jusqu'au bout des choses, on a décidé avec mon père et mon oncle André de créer une forme unique et de créer la machine qui allait avec pour cuire... C'est ça, parce qu'il n'y avait pas, finalement. Non, cette forme-là, ce type de moule et de cuisson intégrée n'existait pas sur le marché. Et mon oncle, très bricoleur, mon père aussi, et moi-même avons décidé de faire développer une machine sur mesure pour pouvoir cuire devant nos clients à Millau ces capucins en direct, en live. Donc évidemment, on a trouvé nos ressources dans l'Aveyron avec des entreprises qui avaient la capacité, le savoir-faire de pouvoir développer cette machine. Donc on a mis un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, on a une machine qui est parfaitement au point et qui nous permet de créer des produits frais, cuits minutes devant les clients. Et ça, c'est génial. Génial. Ensuite, en 2014, ouvre le Café Brasse. C'est le chef Christophe Chailloux et son épouse, donc ton beau-frère et ta belle-sœur, qui sont aux commandes. C'est ça. Et l'idée, c'est de la bistronomie, c'est ça? Alors, manger sur le pouce. Une fois de plus, quand il y a eu l'appel d'offres pour ce projet, on s'est senti assez légitime d'imaginer un projet, de le présenter de la même manière au département, pour la simple et bonne raison que Pierre Soulages, avec ses racines aveyronnaises, avec ses premières émotions d'artiste peintre sur l'Aubrac, on s'est senti concerné par ce projet de restauration qui prenait place au sein du musée Soulages. Et c'est là où on a réfléchi de la même manière que pour les Capucins, à proposer une offre intermédiaire entre les Capucins et le Suquet, qui valorise une fois de plus le territoire aveyronnais, notre savoir-faire, pour proposer aux Aveyronnais, mais aussi aux visiteurs du musée, une vision culinaire de notre territoire. Ça a été un petit peu l'enjeu de cette ouverture. Donc on a présenté notre projet au département, on a répondu à l'appel d'offres et notre projet a été retenu. Super. En fait, il y a une partie pour expliquer aux gens qui connaissent pas. Alors, ceux qui connaissent pas, on les invite à venir à Rodez parce que forcément, ils pourront visiter le musée Soulages qui est juste à côté, à quelques mètres du Café Brasse. Il y a une partie, donc un
côté comptoir, côté restaurant, avec 2 concepts un peu différents. Mais voilà, on a une partie bistronomie et ensuite on a voulu proposer aussi une partie restauration qui soit abordable et qui puisse répondre aux attentes de l'ensemble de clientèle de musées. Donc on y propose aussi 2 typologies en fonction des périodes de l'année. Donc les capucins que l'on reprend un petit peu de Millau, mais aussi un concept de restauration qui s'appelle Miwam, que j'avais développé il y a quelques années avec des amis d'école hôtelière. Alors là, c'est un concept un petit peu différent. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard, mais pareil, on s'était bien creusé la tête pour imaginer un autre produit assez singulier, original et authentique. Ensuite, en 2021, donc très récemment, l'ouverture de la Halle aux Grains à la Fondation Pinault à Paris. Là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? J'ai cru comprendre que finalement, c'était la rencontre entre 2 familles, une famille aveyronnaise et une famille bretonne, c'est ça? C'est ça, mais initialement, on a eu un premier contact qui s'est fait de manière assez étonnante. Je pense que c'était à la fin de l'été, il y a 4 ans à peu près. On reçoit un mail de 2 lignes de la part d'un ancien ministre, conseiller culturel de M. Pinault, nous disant qu'ils avaient un projet de musée sur Paris et qu'ils souhaiteraient nous rencontrer pour nous faire part de ce projet. Donc voilà, 2 lignes. On était assez étonnés, on n'avait pas entendu parler de ce projet-là. 1 mois et demi après, Monsieur Pinault, avec M. Ayagon, ancien ministre et conseiller culturel, ainsi que le futur directeur de ce musée parisien, arrive en hélicoptère depuis Paris. On était un petit peu dans nos petits souliers. On les accueille au bureau et pendant 2 heures, ils vont nous présenter leur projet de musée, donc au cœur des Halles à Paris, le ventre de Paris, entre guillemets, en nous présentant là, cette création de musée d'art contemporain dans lequel ils souhaitaient proposer un lieu de restauration assez unique. Alors évidemment, on était très étonnés avec mon père Michel parce qu'il y a énormément de grands cuisiniers talentueux à Paris et ailleurs. Donc on était très étonnés qu'ils viennent nous voir nous. Et en fait, on a su plus tard que Jean-Jacques Ayagon avait été visiter le musée Soulages et avait été séduit par l'offre qui était proposée. Et c'était la raison pour laquelle ils étaient venus nous voir pour essayer d'imaginer leur lieu de restauration à Paris. Et donc pour ce lieu de restauration à Paris, une fois de plus, on s'est creusé un petit peu la tête parce qu'on ne voulait pas faire un suquet bis, on ne voulait pas faire un capucin bis ou un café brasse bis, mais on s'est une fois de plus inspiré de l'histoire du lieu. Il faut savoir que ce lieu est en fait le lieu d'échange et de commerce des céréales françaises du tout Paris. Et donc là, on a essayé d'imaginer un concept de restauration dont le grain, la graine, les pousses et les céréales sont un petit peu le fer de lance et le clin d'œil de l'ensemble de nos plats. Donc on s'est régalé. Mon père Michel a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de créer un univers autour de ces produits-là assez singuliers qu'on connaissait un petit peu pour les travailler à l'aïeul. Mais la conception de ce projet-là nous a permis d'aller encore plus loin dans le sourcing, dans la recherche, dans l'innovation, dans le travail de cet univers-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, il y a une énorme coupole magnifique, en fait. Donc, c'est un lieu... c'est magnifique pour aller travailler dans un lieu comme ça. C'est une sacrée chance, ça. Alors, une fois de plus, la première fois où on est monté à Paris découvrir ce lieu, on a été assez subjugué par l'espace qui nous était proposé. Donc, on a eu droit, je crois, à 500 ou 600 mètres carrés, aménagés au 3e ou 4e étage de la Bourse du Commerce, face à l'église Saint-Eustache, face aux Halles, avec le centre Beaubourg juste derrière, donc une vue assez incroyable. Encore une vue incroyable. Encore une vue incroyable, donc le hasard fait bien les choses, on dirait que ça nous colle à la peau. C'est le fil rouge, en fait. C'est le fil rouge, mais ça me va bien. Ouais, c'est sûr. Et donc là, voilà, on s'est évidemment dit qu'il y avait absolument quelque chose à faire dans ce lieu-là. Alors on avait refusé beaucoup de projets sur Paris, mais cet endroit était quand même assez magique, avec la possibilité de créer un univers singulier se rattachant à l'histoire du lieu. C'est pour ça qu'on a accepté la proposition de M. Pinault de prendre en charge ce nouveau lieu de restauration. Oui, finalement, ce qui ressort en fait de toutes les histoires d'ouverture de restaurants, c'est systématiquement relié à une histoire de cœur finalement.
et non pas à une stratégie commerciale, voilà, c'est vraiment ça qui guide la famille Brasse en fait à chaque ouverture de restaurant. C'est toute l'histoire qu'il y a derrière. Absolument, parce que de notre propre initiative, nous n'avons jamais démarché ou cherché à se développer pour se développer, parce que voilà, c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans nos envies. Moi, j'ai besoin de mes 3 sorties VTT par semaine au fond des bois de l'Aubrac, et ça, j'y tiens absolument. Et voilà, tous ces projets-là ont été des opportunités. Et si nous y avons répondu, c'est parce qu'elles correspondaient voilà, à notre ADN, à nos envies profondes de valoriser soit le territoire, soit de raconter une histoire singulière. On parlera tout à l'heure du Japon, c'est un petit peu la même histoire aussi, même si elle est à l'autre bout du monde. Voilà, c'est marrant parce que... Tu peux en parler maintenant. Je peux en parler. Ouais, c'est le moment. Donc il y a une vingtaine d'années, on est démarché de la même manière par une personne, par un Japonais, en nous disant qu'ils auraient éventuellement un projet à nous proposer au Japon. Donc nous, avec mon père Michel, on n'était pas du tout chaud à l'idée d'aller ouvrir un restaurant à Tokyo, Osaka ou je ne sais où. Ils ont lourdement insisté pour que l'hiver suivant, on visite le lieu qui nous était proposé. Donc on est parti avec mon père Michel en se faisant tirer un petit peu l'oreille. Donc on est parti de Rodez en avion jusqu'à Paris. Ensuite de Paris, on est parti à Tokyo. De Tokyo, on a pris un autre avion pour aller jusqu'à Sapporo, donc 2h30 d'avion de plus. Et ensuite, donc là on était en plein mois de décembre, je crois. Ensuite de Sapporo, on a fait 2h30 de voiture avec des murs de neige de part et d'autre du taxi. Et on est arrivé dans une espèce, dans un hôtel immense enfin, je ne sais plus combien de chambres, 200 chambres, qui était fermé depuis des années. Dans cet hôtel, il y avait une espèce de gardien blanc comme un cachet d'aspirine, livide, qui gardait les lieux. Voilà, on débarque dans cet endroit assez improbable. On s'est cru un peu dans le film Shining. Et on dit, voilà, on aimerait que vous ouvriez. C'est ça, complètement. C'était complètement ça. Il y avait un brouillard à couper au couteau, on ne voyait absolument rien. Et on nous dit, voilà, on aimerait que vous ouvriez un restaurant dans ce lieu. Donc on s'est regardé avec mon père du coin de l'œil, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là? On est au bout du monde, on est à 12 heures d'avion de la maison, voire plus, qu'est-ce qu'on fiche là? Donc le soir même, on a été dormir dans une petite auberge à quelques kilomètres de cet hôtel. Et le lendemain matin, donc il avait neigé toute la nuit. Le lendemain matin, il avait cessé de neiger. Le soleil s'était levé. On est monté au 11e étage de cet hôtel. Et là, ça a été un moment assez incroyable parce que de la même manière qu'à Paris, 20 ans après, on nous emmène dans ce lieu-là et on dit voilà, vous êtes au dernier étage de l'hôtel, au 11e, vous avez une vue à 180 degrés sur les environs de l'île d'Hokkaido. Donc pour information, l'île d'Hokkaido, c'est l'Aubrac puissance 10. Cet hôtel avait été construit sur une montagne à 600 mètres de haut. Et donc depuis le restaurant au dernier étage de l'hôtel, on avait d'un côté vue sur un grand lac d'eau douce qui faisait 40 km de circonférence, et de l'autre côté on avait vue sur la mer. Et donc là on était absolument abasourdis par l'environnement, le paysage, parce qu'une fois de plus c'était l'Aubrac puissance 10 mais avec la mer. Et on s'est dit, mais waouh, c'est un truc de dingue, mais bon, on est à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'on fait? Et je me rappelle, une des premières questions que j'ai posées à l'époque à ces Japonais, c'est mais pourquoi vous êtes venus nous chercher, nous, une fois de plus? Il y a beaucoup de chefs talentueux qui sont beaucoup plus doués que nous pour faire du développement. Pourquoi nous? Et leur réponse à l'époque avait été: si vous avez réussi à faire quelque chose perdu au cœur de l'Aubrac, vous arriverez à faire quelque chose perdu au cœur de l'île d'Hokkaido. Vous avez fait vos preuves à l'Aubrac. Voilà, ça a été exactement ça. Ça a été exactement ça. Donc du coup, avec mon père Michel, on a réfléchi quelques semaines et puis on a accepté de relever ce challenge un petit peu fou et on a décidé de créer un restaurant gastronomique perdu au cœur de l'île d'Hokkaido. Donc il a fallu qu'on embarque avec nous dans la voiture des anciens de chez nous qui ont pour mission du coup d'être garants de l'image et de notre
notre cuisine. Et on s'est régalé pendant des années de valoriser le territoire d'Hokkaido, parce que l'idée sur ce projet-là n'était pas de faire de l'aubrac bis, mais l'idée c'était vraiment de valoriser cette île magnifique avec des ressources naturelles immenses. Et donc pendant des années, on a fait beaucoup de recherches sur les produits, avec des rencontres de fournisseurs, avec des choses extraordinaires que l'on ne connaissait pas pour une grande partie, puisque à l'autre bout du monde, c'est un autre climat, c'est d'autres terres, d'autres contextes. Et donc il a fallu réapprendre à cuisiner des produits qu'on ne connaissait pas. Ça, mais pour moi, c'était génial, parce que c'était s'adapter, c'était un renouveau, c'était une renaissance sur place. C'était tout à fait ça. Donc un nouveau challenge, des nouvelles cartes, des nouvelles univers, des Japonais à apprendre à connaître, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux produits. Enfin, pour moi, ça a été une période aussi géniale. Alors parfois, on s'est arraché les cheveux, parce que les Japonais ont aussi un mode de vie, un sens des relations humaines très différentes des nôtres. Donc, il a fallu aussi apprendre à connaître une population et des habitudes de travail très différentes des nôtres. Mais ça a été extrêmement enrichissant. Peut-être un point en commun, la rigueur que tu as pu retrouver là-bas. Oui, un point en commun, la rigueur, le respect des saisons, la précision du geste. Mais en même temps, c'était extrêmement compliqué, parce qu'une absence totale pour nos cuisiniers d'esprit créatif, une absence totale de transmission des émotions. Donc une espèce de froideur naturelle, parce que la population japonaise, leur mode de fonctionnement, c'est le collectif, et l'émotion personnelle ne doit jamais transparaître. Et quand tu demandes à un cuisinier japonais qu'est-ce que tu penses de cette création ou de ce produit ou de cette innovation, ils n'ont jamais d'avis personnel. Ils se fondent toujours dans la vie collective. Donc ça, pour nous, ça a été aussi difficile à appréhender, parce que dans notre mode de fonctionnement naturel et personnel au Suketo ailleurs, c'est exactement l'inverse. On est beaucoup dans l'échange, dans la transmission, dans le partage. Et au Japon, c'est pas du tout ça. Donc psychologiquement, ça a été parfois difficile à accepter. Mais bon, voilà, on a fait avec, on s'est adapté, et voilà. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors aujourd'hui, le restaurant est fermé, vous en avez ouvert un deuxième ? Alors, on ne l'a pas ouvert. On a eu la chance d'avoir un nouveau projet, toujours avec les mêmes partenaires. D'accord. On a eu la chance de créer un nouveau restaurant avec un des plus grands architectes japonais, qui d'ailleurs avait fini parmi les premiers sur le concours du musée Soulage. Ah oui, d'accord. Donc on l'a rencontré quand on a eu ce nouveau projet avec ses partenaires. Et on a un nouveau restaurant aujourd'hui qui est construit à 1h30 de Tokyo. À 1000 mètres d'altitude, comme l'Aïol, donc une fois de plus un architecte de renom, avec une vue immense, avec un beau jardin qui va être créé devant le restaurant. Mais Covid oblige, le restaurant aurait dû ouvrir il y a un peu plus de 2 ans, et le restaurant est aujourd'hui terminé, mais n'a pas pu encore ouvrir ses portes, et on n'a pas encore de date officielle d'ouverture. Donc on est assez impatient aussi, parce que c'est à nouveau un autre univers, mais un lieu assez magique. Je suis presque jaloux Oui, parce qu'autour, il y a une station balnéaire, des sources chaudes, j'ai vu, qui fonctionnent toute l'année. C'est ça. Non, mais c'est un environnement à nouveau assez magique. On est déjà entré en relation avec un jardinier canadien, pour le coup, qui est installé juste à côté du restaurant. Super. Et qui est très excité à l'idée de travailler avec nous. Donc je suis impatient d'y voir un petit peu plus clair sur l'avenir de ce lieu assez magique. On va passer à la partie toi en tant que chef. Quel genre de patron tu es ? Alors, j'ai un mode de fonctionnement assez radicalement différent par rapport à ce qu'a pu être mon père dans sa carrière. Mon père était quelqu'un de très directif, qui avait besoin d'avoir la main sur tout. Sur tous les services de la maison. Mais avec Véronique, on avait une vision un petit peu différente du management, avec une mise en responsabilité de nos collaborateurs beaucoup plus forte, une indépendance sur chacun des services, que ce soit en cuisine ou en réception, dans les chambres, enfin un petit peu partout. On a une méthode de management radicalement opposée, je crois même, mais on souhaitait absolument travailler d'une manière différente, parce qu'à l'époque, mon père avait besoin d'avoir la main sur tout, de décider de tout, et moi je ne me voyais pas diriger ce restaurant de cette façon-là. Et jusqu'à présent, cette méthode de travail ne nous a pas trop mal réussi. Je crois encore plus aujourd'hui, avec les nouvelles générations, ces méthodes de travail
un petit peu à l'ancienne, il faut le dire. Je pense aujourd'hui serait très difficile à appliquer avec les nouvelles générations. Ça veut dire que aujourd'hui, là, tu peux réfléchir à un moment où tu as appris de tes employés, des gens que tu emploies, des jeunes. Est-ce que tu peux... Il y a des choses qui ressortent de cette jeune génération que tu as avec toi? Autant j'ai appris de mon père cette idée de remise en cause permanente sur chacune des assiettes qui sortent de la cuisine. Hier soir encore, j'ai essayé de... s'il y a une chose qui m'a déplu sur une assiette qu'on a envoyée, ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de transmettre à mes équipes, parce que pour moi c'est un des moyens, une des valeurs fondamentales qui nous permettent aussi d'être constants dans la qualité de notre travail. Et ça c'est vraiment, je crois, une chose très importante à transmettre. Et autant parfois je suis ouvert à des idées qui peuvent être proposées par nos cuisiniers, mais cette remise en cause permanente, moi je suis très attentif à ça, parce que c'est une des sources d'application à soi-même de l'exigence que l'on se donne et que l'on se doit d'avoir vis-à-vis de nos clients, qui payent un menu relativement cher, qui ont réservé des mois à l'avance et que l'on n'a pas le droit de décevoir. Donc le coulant, le garouillou, la cuisson du turbo que l'on va mettre en œuvre pour la fin de saison au mois d'octobre ou novembre, qui est le 10 millième turbo cuit, ou la 10 millième truite, ou la 10 millième carotte taillée en tranches. Et on doit avoir sur l'épaisseur de cette tranche de carotte ou sur sa cuisson la même exigence que l'on a début avril. Donc ça, j'y suis très attentif, et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important et que j'essaie de transmettre à mes clients, à mes équipes. Et une des citations que j'essaie de rabâcher à longueur de journée à mes équipes. D'ailleurs, on peut voir n'importe lequel de la cuisine, si on le lui demande, il la connaîtra. C'est la citation suivante: celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Voilà. Et ça, je dis à mes cuisiniers, si vous devez retenir qu'une chose de votre passage chez nous, que vous soyez resté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, retenez que ça. La remise en cause permanente, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Et de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de travailler par habitude. Pour moi, cette valeur est essentielle et fondamentale. Mais voilà, ça faisait partie de mes questions. La valeur que tu souhaites transmettre à tes équipes, c'est ça, cette notion de rigueur, de remise en question permanente. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui va les suivre toute leur vie. Une fois, s'ils quittent ton établissement et qu'ils vont continuer leurs aventures ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qu'ils auront gardé de chez toi, en fait. Je le souhaite de tout cœur. Alors quand ils viennent chez nous en tant que cuisinier, chef de rang ou autre, ils vont découvrir une maison inspirée d'une histoire personnelle, de l'histoire de la famille Brasse, inspirée d'un territoire, et qu'on essaie de faire découvrir cet univers à travers nos assiettes, à travers une ambiance, une architecture. Donc ça, évidemment, je souhaite de tout cœur que ça les inspire plus tard dans leur univers personnel, mais ils auront eux personnellement leur propre univers à raconter qui sera forcément différent du nôtre. Donc ça aussi, j'essaie de le leur faire comprendre, mais cette valeur remise en cause permanente, d'après moi, peut s'adapter à n'importe quelle histoire, à n'importe quelle création et à n'importe quelle innovation. Et ça, pour moi, je crois que c'est une valeur directrice, mais qui peut s'adapter à mon univers culinaire, mais à n'importe quel univers. Oui, je suis d'accord. Lui-même, pour toi, est très important au niveau de ta brigade, de tes équipes. J'ai vu que tu avais créé une association, les Bras Cassés. Alors, bras comme brasse, K, la lettre K, et la lettre C. L'idée, c'est quoi, en fait, au travers de cette association ? Tu sais, on a au Suquet des profils très différents, des jeunes qui viennent d'un petit peu partout, des profils très différents. Je crois que juste avant le Covid, on avait 14 nationalités différentes. Donc quand tu as un jeune qui débarque, tiens, c'est marrant, hier j'ai remonté de la gare de Rodez une petite Argentine qui n'a jamais mis les pieds en Europe. Donc quand elle débarque en France sur l'Aubrac, avec nos 3 habitants au kilomètre carré, si tu t'en occupes pas un petit peu, elle a vite fait de déprimer et de rentrer au pays. Donc moi j'ai toujours eu plaisir à faire comprendre à nos jeunes notre histoire, qu'est-ce qui nous a inspiré, pourquoi on existe ici, quelles sont les valeurs que l'on essaie de défendre, quel est l'amour que l'on trouve sur l'Aubrac et pourquoi. Donc cette association Les Bras Cassés est un support finalement d'animation de l'équipe et pour fédérer en dehors du boulot, parce que c'est vrai que
au cours du travail, des services, de nos journées. Évidemment, on a une grande exigence. Il y a aussi une hiérarchie en cuisine, donc c'est pas toujours évident de parler d'autre chose que de travail. Mais cette association Les Bras Cassés, justement, nous permet chaque semaine ou tous les 15 jours de casser un petit peu les barrières hiérarchiques, de sortir du travail et de faire comprendre à nos jeunes, voilà, ce pays. Moi, j'adore le VTT, donc je les invite à venir avec moi faire un tour de VTT, à leur faire découvrir notre station d'Aille des Ours, à leur faire découvrir, ce lundi, je leur ai fait découvrir les Drosera, notre petite plante carnivore locale qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, on a plaisir à leur faire découvrir. Là, il y a 15 jours, on est parti découvrir les caves de Roquefort. En suivant, on a été faire une séance karting à Millau. On va aller faire les vendanges cet automne chez nos amis vignerons à Gaillac. Voilà, moi j'ai plaisir à leur faire découvrir notre univers, mais qui va au-delà de la cuisine, parce que la cuisine, certes, c'est bien, mais pour construire notre maison, on a été inspiré de notre plateau, de notre territoire. Oui. Et moi, je tiens absolument à ce qu'ils comprennent d'où on vient et pourquoi on a créé cette maison. Oui, pour ne pas faire de la cuisine mécaniquement. Tout à fait. Mais encore une fois, donner du sens à ce qu'ils font au quotidien et pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi il y a cette rigueur et pourquoi on travaille tel produit. Ça participe aussi à la motivation de tes équipes, au fait de travailler dans des bonnes conditions et d'avoir envie d'y mettre tout son cœur finalement. Mais c'est ça, et leur faire comprendre que finalement, notre univers que certains clients considèrent comme étant assez singulier et unique, mais ça, j'ai envie qu'ils le comprennent. Pourquoi on n'a pas fait un copier-coller d'un bel établissement qui aurait pu être ailleurs, mais parce qu'on a souhaité raconter à nos hôtes notre histoire et pas celle d'une autre personne. Et je crois qu'eux, demain, quand ils auront à ouvrir ou non leur établissement, mais ils auront leur propre histoire personnelle à raconter. Ils apporteront leur touche à eux. C'est ça, exactement. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans le domaine de la restauration, de la cuisine, si tu devais donner un conseil? Je crois que c'est à nouveau la citation que je leur rabâche à longueur de journée. parce qu'elle guide finalement l'exigence d'un travail personnel. Et quel que soit l'univers dans lequel ils vont se lancer, et que ce soit de l'haute gastronomie, que ce soit de la gastronomie, que ce soit de l'hôtellerie, ou que ce soit un poste à responsabilité dans un bel hôtel international, ce goût de la remise en question, pour moi, est une valeur essentielle à une réussite personnelle et professionnelle. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose, si on arrive à se l'appliquer à soi-même, qui peut guider une vie sur le bon chemin. Ne pas rester sur ses acquis et toujours faire du mieux qu'on peut, aller chercher toujours le plus pour pouvoir progresser et puis peut-être se lancer dans des challenges finalement qu'on n'aurait pas fait si on était resté sur ce qu'on avait déjà en fait. Mais c'est ça, tout à fait. Et je crois qu'on aurait parfois tendance à se laisser couler vers une habitude, mais qui, je crois, est très très néfaste. Moi, ça fait bientôt 30 ans que tous les matins j'épluche mes artichauts, qu'au printemps j'épluche mes asperges et que je me pose des questions si mon économe y taille assez pour enlever suffisamment de pellicules fibreuses de l'asperge, si mon artichaut, si je dois la tailler en 7, que chaque quartier soit taillé de la même épaisseur pour que la cuisson soit optimale. Voilà, ça fait presque 30 ans que je fais ça, mais j'ai plaisir chaque matin à me dire, mais voilà, cet artichaut Mako, est-ce que tu le tailles en 6, en 8, en 9, en 12 ou en 11 pour que chaque quartier soit de la même taille, qui cuise de la même manière, qu'il amène à la bonne texture dans le garouillou. Et moi, c'est vraiment ce sens-là du détail que j'essaie de transmettre à mes équipes. Du coup, ça m'amène à te demander comment tu fais pour avoir une inspiration permanente, en fait, après autant d'expérience. Je crois que la vie nous mène sur des chemins divers et variés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de voyages, de rencontres, d'envies différentes, de parcours complexe. Elle est faite de rencontres, de passion pour un produit, pour une personne, pour une amitié, pour un territoire. Ouais. Et la création, c'est un petit peu tout ça. C'est le fruit d'une émotion, c'est le fruit d'un souvenir d'enfance pour beaucoup, mais pas que. Quand j'ai souvenir d'une année, on avait un stagiaire, alors c'était un stagiaire qui venait du Chili, je crois, et il avait ramené avec lui des piments extrêmement forts, et il nous avait fait découvrir une sauce mollet que je ne connaissais pas, à base de piments, tomates et cacao.
Donc chose assez improbable sur l'Aubrac, mais j'étais assez curieux de découvrir ce produit-là. Ouais. Il était venu de chez lui avec ses propres piments, et moi j'avais adoré cette démarche-là, j'avais adoré découvrir ce travail, cette recette, si bien que j'ai décidé de proposer cette sauce, ce jus un petit peu réinterprété, avec une de mes recettes. Mais si j'avais pas eu ce jeune-là cette année-là à mes côtés, ben, cette création-là n'aurait jamais vu le jour. Donc la cuisine, c'est aussi ça, cette idée de recherche permanente, de remise en cause. Et pareil, une des recettes emblématiques du restaurant, c'est la gaufrette de pommes de terre. Donc ça, c'était suite à un voyage en Amérique du Sud, je ne sais plus quel pays, où on avait pu découvrir tout un tas de variétés de patates douces qu'on ne connaissait pas chez nous. Au retour, on avait essayé d'en cultiver quelques-unes chez nous, dans notre jardin, sauf que catastrophe, tout avait pourri sur pied, on n'avait rien réussi. Mais cette idée de travailler la pomme de terre, la patate douce, donc la pomme de terre sucrée, était restée. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais entamé quelques recherches pour essayer de faire confire des pommes de terre binge ou je ne sais plus laquelle de manière classique et imaginer un dessert autour de cette pomme de terre. Donc l'idée initiale de cultiver la patate douce chez nous n'était pas restée, mais pour autant l'idée de travailler la pomme de terre de manière douce, sucrée en dessert était restée. Et aujourd'hui, ce dessert-là, qui avait une histoire particulière, mais comme beaucoup d'autres finalement, nous a permis de créer un dessert aussi assez symbolique et qui est aujourd'hui un des classiques de la maison, qui s'appelle la gaufrette de pommes de terre. Donc c'est une fine tuile de pommes de terre très légèrement confite et garnie d'une crème légère au beurre noisette. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est un dessert qu'on a là toujours à la carte et qui fait partie des classiques au même titre que le coulant ou que le gargouillou. Bon, à l'heure où on enregistre, là, j'ai le ventre qui commence à gargouiller, ça me donne très très envie ce que tu es en train de dire. Au niveau des plats, donc on a parlé des capucins, moi j'ai noté le bourriol, la crêpe de blé noir. On a parlé tout à l'heure du gargouillou, le bouillon de jeunes légumes qui a plus de 40 ans maintenant, qui a été imaginé en juin 1980 par ton papa. Par contre, j'aimerais qu'on fasse une pause sur ce que tu appelles un okni, un objet culinaire non identifié, le miwam. Ah. Tu peux nous expliquer rapidement son histoire et qu'est-ce que c'est en fait déjà pour que les auditeurs puissent s'imaginer à quoi ça correspond. Alors l'histoire de ce produit, donc c'est un produit destiné à la restauration rapide. L'histoire de ce produit, c'est la re-rencontre de 3 amis d'école hôtelière. Donc chacun d'entre nous avions fait un début de carrière dans des univers un petit peu différents et au cours d'une rencontre d'anciens d'école, on s'est retrouvés tous les 3, issus de milieux un petit peu paumés. L'un fin fond de l'Ardèche, l'autre fin fond de la Haute-Loire et l'un perdu au cœur de l'Aubrac, donc avec les mêmes valeurs d'attachement au territoire, d'attachement aux racines. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose tous les 3, imaginer un nouveau concept, un nouveau produit qui raconte une histoire, notre histoire, mais aussi qui réponde aux attentes des nouveaux modes de consommation. Et là, on a commencé à réfléchir, à un concept, à un produit adapté à la restauration rapide, mais qui puisse se manger facilement et surtout qui soit sain et équilibré. Donc on a commencé à faire des recherches, à faire des essais et on est arrivé donc du coup à ce miwam. Donc ce miwam, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand chose, c'est un nom inventé, mais on est parti du mot miam et avec un W au milieu parce que le W rappelle un petit peu la forme du moule qui a été créé par mon frère ingénieur, parce que là aussi une fois de plus on a créé un moule spécialement pour ce produit-là. C'est mon frère qui s'y est collé. Encore une histoire de famille, encore un ingénieur, encore un petit peu la même histoire. Et donc ce produit-là est fait à base de céréales bio complètes qui forment l'enveloppe et l'intérieur est garni pour la plupart de légumes, de quelques produits aussi, un petit peu de protéines. Mais l'idée c'était vraiment de créer un produit parfaitement équilibré. Donc beaucoup de céréales bio complètes, beaucoup de légumes, un peu de protéines, peu ou quasiment pas de matière grasse. Donc c'était vraiment l'idée de construire un produit facilement consommable, debout en se baladant, mais en même temps parfaitement sain et équilibré.
Super, moi ça me plaît ça. Bon. On va passer aux questions du coup sur l'Aveyron. Alors c'est un peu du tac au tac. Un endroit où tu aimes aller en Aveyron, alors forcément tu vas me répondre l'Aubrac, mais est-ce qu'il y a un coin particulier en Aubrac vraiment particulier, rapidement? Oui, le Buron des Planes, je passe 3 fois par semaine en VTT. Super. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un petit single track à la lisière d'une forêt que je connais par cœur. Je pourrais presque le faire les yeux fermés parce que voilà, j'y vais 3 fois par semaine depuis 25 ans. En lisière de forêt. Sur le côté droit, on a eu une vue magnifique sur le plateau. Et en fin de sentier, sur la droite, il y a un buron que j'adore, qui est perdu au cœur du plateau. Et je trouve cette ambiance géniale. Donc ce chemin, je le parcours en vélo, en marchant, en courant parfois l'hiver avec ma combi de cosmonaute, la nuit avec ma frontale. Enfin, c'est un lieu que j'adore et voilà, qui me ressource énormément. Super. Un mot qui représente l'Aveyron pour toi? Alors, si on doit trouver un mot qui a un lien avec mon univers, je dirais le pastre. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu connais pas le pastre? Non, je connais pas le pastre. Non, c'est du patois? C'est du patois, ou sac d'os, pastre ou sac d'os. Ouais. Donc c'est la maison Conquet à l'Aïol qui fabrique ça. C'est très 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 local. En fait, c'est une charcuterie. On l'appelle pastre, qui veut dire gardien en patois, parce que c'est une grosse charcuterie qui est faite pendant les cochonailles avec les parties d'os du sternum où il reste beaucoup d'os, mais un petit peu de viande maigre. Donc tout ça c'est mis dans un gros boyau et c'est mis à sécher avec des saucisses et saucissons, mais comme c'est une charcuterie qui est très grosse, c'est la dernière à être sèche à point pour la conservation, d'où le nom pastre, gardien des autres charcuteries. Et donc c'est quelque chose qui est fortement poivré, fortement salé, que l'on du coup dessale pendant très très longtemps et que j'ai plaisir à réinterpréter, intégrer dans mes créations au Suquette. Et hasard ou pas, j'en sais rien, c'est un plat créé à partir de ce produit-là qui m'a valu il y a quelques années le prix national de créateur de l'année. Voilà. Génial. Bon, alors les connaisseurs vont me huer, mais au moins j'aurais appris quelque chose et puis je suis sûre que certains auditeurs aussi. Le plat aveyronnais que tu préfères manger? Le plat aveyronnais que je préfère manger, traditionnellement, souvent, le dimanche matin, à la belle saison, avec Régis et quelques cadres de mon restaurant, on part à 7h le matin déguster des tripous au début des fêtes de village aux alentours de l'Aïol. On est vite de retour à 8h30, 9h pour le début de la mise en place. Mais voilà, on commence la journée avec l'estomac bien rempli, plein de force et d'énergie. Donc voilà, c'est une tradition, beaucoup avec Régis, Sergio, que l'on aime perpétuer. Super. Un Aveyronnais qui t'inspire et que tu me conseillerais de recevoir sur le podcast? Pierre Soulages pour ce qu'il représente pour l'Aveyron. Voilà, pour ce qu'il représente pour l'Aveyron, pour son art, pour l'image, pour son côté très innovant, pour son côté très international, pour tout ça, quoi. Je voulais mettre en avant le fait que, au travers de la réservation du Suquet, il y a aussi un geste responsable et solidaire que font les personnes parce que tu reverses une partie des bénéfices pour une association. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire parce que ça montre aussi l'importance pour toi de l'humain au travers de ta réussite, en fait. Oui, parce que on n'a pas tous la même chance et c'est vrai que c'est aussi une des valeurs que j'essaie moi de transmettre à mes équipes. Chaque année ou quasiment chaque année, on essaie d'organiser des repas caritatifs pour des causes diverses et variées. Et là il y a quelque chose qui me touche énormément au cours de ces soirées, c'est que la plus grande partie de mes jeunes viennent travailler de manière bénévole pour ces soirées-là. Donc ça, c'est à une époque où on dit que les jeunes ne savent plus ce que c'était, qu'ils ne travaillent plus, que c'est des feignants, qu'ils sont très individuels, etc. etc. Mais moi, je trouve qu'au contraire, encore aujourd'hui, on trouve des jeunes qui ont la main sur le cœur et qui savent donner du temps à autrui. Donc ça me touche énormément. Donc on a ces soirées régulières que l'on fait ici au Suquet, que l'on fait au Café Brasse, et depuis 10 ans aussi avec des collègues restaurateurs étoilés, on organise un très très gros repas caritatif que l'on a organisé dans les plus grandes villes françaises, et on est parti 2 fois à Marseille, on est parti à Paris, on est
parti à Montpellier. Cette année, on part à Strasbourg. Et là, on organise un grand repas avec des collègues chefs étoilés français. Je fais jouer mon réseau. Donc, chaque chef étoilé, 1, 2, 3 étoiles, ainsi que quelques amis aveyronnais ou proches restaurateurs des départements voisins. On organise cette grande soirée. Au cours de cette soirée, on fait aussi des grosses ventes aux enchères avec des lots magnifiques, dont certains parfois des œuvres de Pierre Soulages qui nous donnent gracieusement, ainsi que tout un tas d'autres artistes. Et au cours de ces soirées, on arrive à récolter entre 100 et 200 000 euros au cours d'une seule soirée. Donc ça aussi, c'est un événement pour moi auquel je suis très attaché, parce que c'est une belle rencontre annuelle entre collègues et amis professionnels, mais aussi voilà, une belle cause, je crois, puisque tous les bénéfices sont aussi reversés à des associations. Pardon. Okay. Oui, et puis les gens peuvent suivre aussi, tu es très transparent sur les rapports de ce que ça peut rapporter et ce que tu peux reverser aux associations directement sur ton site, en fait, complètement. Pour ceux qui sont intéressés. Mais ça, je crois que ça a toujours fait partie de l'ADN de la famille, avec le projet de Véronique aussi plus récent, qui a décidé de créer ce restaurant en lien. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle avait à cœur depuis très longtemps. Et puis voilà, 50 ans, c'est le moment ou jamais de concrétiser ses rêves. Et je crois qu'elle a beaucoup de plaisir aussi d'avoir créé cet univers encore singulier. Très bien. On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Sébastien ? De continuer à être heureux comme je le suis aujourd'hui depuis toujours. Super. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi. Je suis très très honorée. J'avais énormément de pression, mais tu es quelqu'un de très simple et très accueillant. Donc merci beaucoup à toi. Et je te dis peut-être à bientôt au coin d'un coin de l'Aveyron. C'est ça, au fin fond de la forêt des Anguiens. Merci beaucoup. Merci Sébastien. à toi et bon courage, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce 6e épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Le 6 octobre prochain, Sébastien sortira son livre de cuisine, Le goût de l'Aubrac, aux éditions Fédon, où il retrace l'histoire de sa famille et où il vous livre plein de recettes. Et puis je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers le site de la Maison Brasse. Je vous dis à très bientôt pour le 7e épisode, sur lequel je suis déjà en train de travailler. Je recevrai cette fois-ci une Aveyronnaise, je vous en dis pas plus. À très bientôt. Salut!